Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Charlotte m'a invité à passer vous voilà. Ah oui. Et pourquoi? Parce que je travaille à la Cité des Arts de la Rue, qui est un lieu culturel dans les quartiers nord de Marseille également. Nous sommes presque voisins, même si la promenade est un peu longue. Parce que j'avais regardé la dernière fois, je crois qu'à pied on est à 45 minutes d'ici quand même. Ah oui. Ouais. Et donc quels sont, comment tu dis, les ateliers de la rue? La Cité des Arts de la Rue. La Cité des Arts de la Rue, mais je pense y avoir été. Est-ce que ça ne fait pas partie de la coopérative des Hôtels du Nord? Tout à fait, je crois qu'on est affilié au Hôtel du Nord. Oui, et j'ai eu la chance d'emmener des étudiants là-bas qui sont arrivés bien habillés, en petits mocassins, etc. Un jour de pluie. Et on a vécu cette expérience. Certains sont partis avant la fin. D'accord, parce que tu les as amenés jusqu'au fond du ruisseau? Oui. Ah voilà. Ah, et beaucoup se sont demandé qu'est-ce qu'ils foutaient là. Et puis ils se sont dit mais quel est le rapport avec le tourisme, et donc et d'autres sont restés jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on avait vécu, parce que c'était Prosper Vaner qui nous avait organisé ça, donc il y a le côté artistique, il a montré cette rivière, aussi les restes de l'industrie à travers les déchets, comment la végétation a pris le dessus. Il y en a même un qui nous a montré une paille dans laquelle une plante avait réussi à pousser, et donc il y a les racines en bas de la paille et les feuilles qui commencent à émerger au-dessus de la paille, etc. Tu peux nous dire alors un peu plus de ces activités? Salut Patrick. Bonjour. Bonjour. Un peu quels sont les objectifs de ces activités et les messages que vous souhaitez passer? La Cité des Arts de la Rue, c'est un lieu particulier qui a été inauguré en 2013 au moment de la capitale européenne de la culture à Marseille, et qui avait pour vocation première d'être un lieu de fabrique, donc d'accueillir des équipes artistiques, des compagnies comme Générique Vapeur qui est encore là actuellement, des opérateurs, des constructeurs, une école, et un peu toute la chaîne de production des arts de la rue et de l'espace public, donc du spectacle vivant plutôt, théâtre, danse, cirque, marionnette, mais plutôt sous la forme d'un microcosme fermé qui va pouvoir un espace presque industriel, mais de l'industrie du spectacle. Donc un espace qui va servir d'outil de production. Mais suite à sa création, il s'est quand même rapidement posé la question de son rapport au territoire, à ses voisins, aux écoles, aux partenaires sociaux, etc. Et du coup a été enclenché un processus progressif d'ouverture de la cité et de construction de projets avec tout un tas de partenaires et d'habitants, que ce soit dans les cités voisines aux Égalades à la Viste, ou à la Visitation, ou au Plan d'Aou, ou après on peut se projeter par des spectacles jusqu'à l'Estac. Et en parallèle de tout ça a été découvert une des particularités de la Cité des Arts de la Rue, qui est le ruisseau fleuve des Égalades, qui était à l'époque de l'inauguration de la cité un bourbier, un roncier, avec des quantités astronomiques de déchets. Donc le ruisseau était bien caché et a été créé vers 2015, je pense, un chantier d'insertion avec pour mission première de réaménager, de se réapproprier cette portion du ruisseau fleuve des Égalades qui traverse la Cité des Arts de la Rue, qui est devenue aujourd'hui du coup une promenade artistique et écologique sur la seule portion du ruisseau fleuve à l'échelle de Marseille qui est réhabilitée et visitable. Et qu'on peut suivre, tu peux passer du ruisseau des Égalades jusqu'ici en marchant. C'est-à-dire que moi, je peux inviter les gens à découvrir tout ce super projet. Mais il m'a dit qu'il y avait quand même 45 minutes de marche. Et alors une belle paire de baskets et c'est parti. Mais tu n'as pas écouté, mais moi je l'ai fait cette expérience avec des étudiants. Mais si tu suis le ruisseau en partant de la Cité des Arts de la Rue, tu vas voir que c'est assez compliqué, puisque la balade n'est pas prête en tout cas. Après il y a des projets en cours, notamment le grand parc de Bougainville entre Gèze et Bougainville, qui va être sur une grande partie traversée par le ruisseau.
Mais aujourd'hui, la majorité du ruisseau elle est cachée, busée, bétonnée, etc. Donc c'est une des particularités quand même. Il y a 2 ruisseaux qui traversent Marseille, c'est l'Uvonne et les Égalades, et ils sont très peu valorisés aujourd'hui. Mais alors que les questions de l'eau deviennent de plus en plus importantes, prégnantes, il y a quand même tout un tas d'acteurs qui s'intéressent à ce ruisseau fleuve des Égalades, et notamment l'expérience qui a été menée à la Cité des Arts de la Rue sur cette réhabilitation sociale quelque part. Et on a un collectif d'habitants aussi qui s'appelle... Au revoir Benjamin, merci. Au revoir, à bientôt. On a un collectif d'habitants qui s'appelle le collectif des Gamards qui s'occupe du ruisseau et qui organise tout un tas d'actions autour de ce ruisseau, entre sensibilisation, nettoyage, valorisation, à partir de la Cité des Arts de la Rue, mais aussi à l'échelle du bassin versant des Égalades. Pourquoi tu t'es engagé dans ce projet ? Longue question, petite question, longue réponse. Déjà, est-ce que tu es Marseillais ? Non, je suis aucun Marseillais. Il n'y a aucun Marseillais aujourd'hui. Hein. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles être Marseillais, François. Si tu as écouté Être né à Marseille... Ah non, notre maire, Benoît Payan, a dit que tout Marseillais était la personne qui posait sa valise, et on est Marseillais à partir du moment où on lève le regard. Ah, c'est beau. Ok, super. J'ai posé ma valise à Marseille en février 2023. Donc, c'est tout neuf. C'est tout neuf, voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené ici ? Le Mistral Ouais, le vent du Nord plutôt, parce que j'arrivais d'une quinzaine d'années à Paris. Moi, je suis vendéen d'origine, et je travaille dans le spectacle vivant Les Arts de la Rue depuis toujours. Et il y avait un appel à candidature pour prendre la direction de lieu public, Centre national des arts de la rue et de l'espace public, qui est installé à la Cité des Arts de la Rue, à laquelle j'ai répondu et postulé, sans tout à fait y croire. Mais j'ai été finalement sélectionné, et donc me voici arrivé à Marseille. Et après, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est effectivement l'enjeu de transformation du lieu. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire. C'est un projet que j'ai déjà mené à une toute autre échelle en banlieue parisienne, sur un lieu qui s'appelle Animact, qui était un lieu comme ça, plutôt de création laboratoire, fermé, avec toute sa pertinence, mais peu ouvert au public. Et qu'à partir de la fin des années 2000, on a fait un espace de vie sociale. Et je pense qu'essayer cette transformation-là à l'échelle de la cité, ou participer plutôt à cette transformation-là à l'échelle de la Cité des Arts de la Rue, est un enjeu particulièrement intéressant. Voilà, outre d'autres dimensions du Centre national qui sont le fait d'être installé dans une grande ville, et donc de pouvoir jouer sur la création d'espaces publics dans une grande ville, c'est un paramètre intéressant. Et lieu public a une autre spécificité qui est l'international. On coordonne le réseau international In Situ, qui est le principal réseau pour les arts en espace public européen. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours travaillé aussi depuis une dizaine d'années, la coopération internationale. Donc ça rajoutait une dimension intéressante pour moi à cette mission, même si toutes ces couches imbriquées sont parfois fort complexes à manipuler. Tu connais le lieu de la Cité des Arts de la Rue, François ? Tu as une image dans ta tête ? Oui, parce que quand tu n'es pas là, j'ai vécu l'expérience avec des étudiants de l'école de Tunon. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant et complètement différent de ce qu'on peut appeler des activités touristiques traditionnelles. Ça nous donne aussi un autre regard. C'est-à-dire que quand on va dans des activités touristiques traditionnelles, on nous montre toujours le côté propre, beau, photo parfaite d'une région, d'un lieu ou de ses habitants. Et là, on a le courage de nous montrer la réalité. Donc c'est pas la photo parfaite, mais c'est l'endroit parfait. C'est-à-dire l'endroit parfait pour prendre conscience que derrière tout ça, toute cette beauté artificielle ou refaite, eh bien, il y a une réalité qui fait partie de notre quotidien, qu'on ne se doit pas d'ignorer, et qu'on doit prendre conscience, et que ça montre aussi les différentes possibilités et qui mettent en évidence aussi les vertus pédagogiques du tourisme. C'est de partager, d'enseigner, de sensibiliser et aussi de permettre aux gens de s'engager en revenant chez eux, dans leur territoire, dans leur région, sur des causes qui les tiennent à cœur. Parce qu'aujourd'hui, on va quand même... moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans des destinations de rêve, mais aussi dans des destinations de tourisme de masse, et de voir les différences, numéro un, mais aussi de voir aussi la partie cachée de certaines choses.
Et donc je trouve que ce genre d'initiative est importante, aussi parce que dans les écoles de tourisme, on a tendance à mettre en avant des schémas traditionnels du tourisme, l'hôtellerie de luxe, les campings, enfin, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Et je suis convaincu au plus profond de moi-même que quand on parle de tourisme durable, même si j'aime pas le terme, je pense que pour moi c'est une question de santé publique et santé générale. Quand on voit quand même notre société où il y a un mal-être qui est important, où on voit qu'on met les gens dans des cases, etc. Et la priorité c'est de rassembler. Et si on veut pouvoir répondre aux transformations d'aujourd'hui qui sont nécessaires par rapport aux enjeux du moment, eh bien, on peut le faire qu'en se rassemblant, en dialoguant, en partageant des idées, en intégrant d'autres éléments qui vont nous stimuler notre créativité, qui vont nous faire réfléchir, qui vont nous aider aussi à comprendre, à apprendre certaines choses, et puis à accepter l'autre, parce que la peur de l'autre est aussi un des enjeux les plus importants, c'est-à-dire que Quartier Nord, tout de suite, on met ça dans une case. Mais justement, la Cité des Arts de la Rue, pour moi, là, c'est un avis personnel, parce que je suis vraiment une grande adepte du lieu. C'est un lieu de tous les possibles. Et c'est pas montrer la réalité, non. C'est du rêve. Enfin, quand on va là-bas, il y a plein de trucs bricolés, il y a je me rappelle une fusée, il y a plein de choses, etc. Parce que vous ne parlez pas du même étage. Oui, oui, voilà. On est dans la même fusée, mais à un intérieur. Voilà. Parce que Charlotte parle de la cité sur sa partie, effectivement, production d'œuvres d'art, et donc de décalage et de rêves, potentiellement. Il y a des machines incroyables. J'ai perdu ton prénom. François parle plutôt du ruisseau fleuve et de la façon dont c'est un outil de sensibilisation aussi qui est pas tout à fait nettoyé. Alors, presque volontairement, même si, en fait, on nettoie plusieurs fois dans l'année, mais c'est les écuries d'Augias qui se ressalissent en permanence, donc dès qu'il pleut, les déchets reviennent, mais c'est un peu volontaire aussi, parce qu'on veut effectivement que les gens prennent conscience qu'il n'est pas naturellement propre. Et pourquoi il n'est pas propre? À cause de tous les déchets qui volent dans les rues, dans les poubelles, etc., et qui ne sont pas biodégradables. Donc c'est vrai que cette dimension du site, elle est intéressante, et c'est pour ça qu'on essaie de l'ouvrir le plus possible. Le jardin de la Cascade, notamment, au-delà du site, on fait ce marché mensuel qui est le premier dimanche de chaque mois, qui est un marché de producteurs, avec une conférence écologique organisée par le Bureau des Guides, collectif des Gamas, sur le thème du ruisseau, du rapport à l'eau, etc., qui travaille cette question-là. Et après, on a un temps de spectacle pour la question du rêve. Et tous les mercredis après-midi aussi, le site est ouvert pour information. Mais j'avais envie de rebondir aussi sur cette idée de rassembler. En fait, c'est vrai que pour moi, c'est là où l'art dans la rue, l'art dans l'espace public a tout son sens et sa nécessité aujourd'hui, où c'est vrai qu'on est dans une société qui se fractionne, chacun reste bien sur son quant à soi et sur sa petite communauté d'avis, on va dire. Et c'est là où c'est important d'amener encore des espaces de rassemblement et de confrontation à l'autre dans l'espace public, et c'est ce que propose et ce que permet notamment les programmations de spectacles qu'on peut essayer de proposer dans l'espace public. Donc de créer du rassemblement, de la confrontation, de la rencontre avec l'autre, pour refaire un espèce de commun à un moment donné partagé. Est-ce que tu parles de confrontation ou plutôt rétablir un dialogue justement entre les différentes couches qui est, à mon avis, le véritable enjeu? C'est-à-dire que les gens restent quand même très bloqués sur leurs idées, etc. Et on sent qu'il y a de la communication, et puis quand il y a des discussions, c'est plutôt j'ai raison, t'as tort, la plupart du temps. Est-ce que c'est pas aussi l'opportunité de réinstaurer un dialogue où on peut apprendre des uns et des autres et construire quelque chose ensemble? Oui, déjà se rencontrer les uns et les autres qui ne sont pas d'accord, c'est déjà quelque chose qui n'est pas si évident que ça, je pense, dans notre société, parce que comme vous dites, l'exemple type en étant évidemment les réseaux sociaux qui vont nous montrer que les gens avec qui on est d'accord, et donc quand on retourne dans la réalité dehors, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, et c'est assez déstabilisant, voire dérangeant, voire inacceptable. Et c'est là où il y a nécessité quand même de passer un maximum de temps dans le réel et d'aller à la rencontre de l'autre. Donc après, quand je dis confrontation, effectivement, ça veut pas dire bataille, mais ça veut dire rencontre et dialogue. Et aussi acceptation de la différence, au sens où il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, eh ben c'est pas grave, il a son avis, j'ai le mien, on va échanger et on va peut-être apprendre l'un de l'autre ou accepter la possibilité d'avis différents. Si je peux me permettre, puisque en parlant de l'art qui
qui fait l'aller vers dans l'espace public. J'ai eu la chance de faire bivouac avec Générique Vapeur il y a 2 ans. Et après, donc c'était à Martigues, effectivement, c'est nous qui allons jouer en passant sur les terrasses, les gens étaient assis, on longeait les murs et tout ça, c'était assez impressionnant. Et tu peux aussi te demander comment la personne le reçoit. Ça peut être une confrontation apaisée, mais ça peut aussi déranger, puisqu'ils ne nous ont pas demandé, les gens sont là tranquilles, et puis nous, au nom de l'art, on vient se poser en face. Donc c'était les deux côtés. Bon, j'ai pas eu de retour de personne, mais je me suis demandé si je vivais ça, moi, sur une terrasse en pleine nuit. Des gens bleus qui commencent à venir. Ils ne parlent pas, ils ont leur langage, ils murmurent, on dirait des extraterrestres. Ouais, il y a eu une forme de confrontation, mais qui est restée plutôt dans le lien social, quoi. Oui, après, il peut y avoir effectivement des propositions artistiques qui cherchent à déranger aussi. Et voilà, il faut savoir assumer et accepter ça. C'est pas facile autant pour les artistes que pour les organisateurs, mais important. Et c'est là aussi, c'est en franchissant les lignes qu'on va apprendre plus de choses. Parce que si on reste juste dans la bienséance, finalement, on n'est pas vraiment, on est plus difficilement dans l'apprentissage, dans la rencontre avec l'autre. Alors, suite à ton expérience par rapport à ça, moi j'ai une question pour rejoindre toujours l'idée de rassembler et de permettre aux gens de se rencontrer et d'échanger. Est-ce que toi tu as une manière précise qui facilite cette rencontre à l'autre ? Parce qu'il y a des gens qui ont des regards différents, qui ont des intérêts différents. Une manière précise, non. Moi, je suis malgré mes nouvelles fonctions à la direction de ce gros navire, je suis plutôt un bricoleur qui va essayer, en fonction du contexte et des opportunités, de construire une cohérence. Après, je pense qu'à la Cité des Arts de la Rue et avec les projets qui en émanent, au sens territorial du terme, il y a cette idée d'aller toucher à différentes couches de population, d'avoir la plus grande diversité possible et de créer les conditions du mélange. Ça c'est une chose. Après, il y a la question de si on veut toucher certains types de personnes, il faut les concerner et il faut les impliquer, parce qu'il y a le public, on va dire, habituel du spectacle vivant, qui est abonné à Télérama ou autres magazines culturels et qui va se déplacer facilement pour venir voir des choses. Celui-là, on l'attire facilement, et quelque part aussi tant mieux, parce que faire venir ces gens-là, quand on fait des choses à la Cité des Arts de la Rue, vous voyez, dans les quartiers nord, faire venir ce public dans les quartiers nord, c'est aussi une démarche de mélange. Ensuite, il y a un public plutôt novice ou non habitué, ou je dirais pas non intéressé, mais qui se sent pas concerné vraiment par l'offre culturelle, et qui vont se dire « Ah, ça c'est pas pour moi », alors qu'une fois devant, peut-être que ça va énormément leur plaire. Et ce public-là, ces habitants-là, pour les toucher, souvent il faut les impliquer. Et du coup, créer des dispositifs participatifs de construction sur le long terme, de présence dans les quartiers, d'ateliers divers et variés. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi d'aller à la rencontre de ces habitants-là et de les impliquer dans nos processus, dans les propositions. La co-construction est assez importante. On a mis en place une commission citoyenne l'année dernière pour inviter des habitants aussi à donner leur avis sur l'avenir de la Cité des Arts de la Rue et qu'est-ce qu'on pourrait transformer à l'intérieur. Suite à ça, on a créé un terrain de pétanque, on réfléchit à un mur d'escalade sur la face ouest de la grande halle. Donc d'avoir des espaces à l'intérieur qui soient aussi des espaces d'appropriation autres que pure création artistique, pour permettre à l'intérieur du lieu le croisement de tous et toutes. Alors tu nous disais avant, tu étais plutôt du côté de Paris. Il y a eu un coup de vent qui t'a ramené à Marseille. Donc c'est deux villes avec des cultures différentes. Est-ce que ça se gère de la même manière, où l'adaptation culturelle est importante ? Comment tu fais ? C'est difficile de comparer, parce qu'à Paris, je travaillais pas à Paris même, je travaillais vraiment en banlieue, mais là, la banlieue lointaine et donc plutôt rurale. Du coup, le contexte professionnel pour moi était vraiment très différent et j'ai du mal à y appliquer les mêmes enseignements. Et par ailleurs, j'étais dans une position dans un lieu beaucoup plus modeste, on va dire une petite structure associative avec 4 salariés et du coup avec un lien aux politiques territoriales beaucoup plus distant, même si on aurait bien aimé quelque part.
Et du coup, j'ai envie, parce que ma première pensée quand tu m'as posé la question, ça a été de dire je trouve qu'à Marseille, le relationnel est beaucoup plus simple, par exemple, avec les institutions politiques, etc. Mais je suis pas du tout à la même position qu'avant. Voilà, si j'avais été directeur du Centre national des arts de la rue, il y en a un en banlieue parisienne, j'imagine bien que j'aurais pu avoir aussi des accès plus simples à l'institution. Donc je ne sais pas si c'est des différences géographiques ou plutôt de mon changement de position qui font cette différence-là. Ensuite, c'est sûr que les projets qu'on pouvait mener en banlieue parisienne, là dans le village où je travaillais, qui s'appelait Saulé-Chartreux, on était sur un village quand même. Il y avait un petit peu de cité HLM, mais majoritairement c'était plutôt de la maison de ville, couple avec enfants qui vient s'installer là pour s'éloigner du tumulte de la grande ville. Donc les projets ne peuvent pas être designés de la même façon. Ouais, ça, d'où l'intérêt d'être monsieur bricolage. Voilà. Il faut s'immerger dans le contexte et trouver les projets. Les projets adéquats, ce qui n'est pas tout à fait évident en ce moment, parce qu'il y a une forte tendance chez les artistes à aller dans la forêt, on va dire, pour résumer un petit peu un mouvement quand même, qui, à mon avis, il y a deux causes. C'est d'une part le confinement qui a fait un besoin de nature assez poussé chez beaucoup, de retour à la nature, et tout ça s'accompagne de toute la pensée des Morisot, Zongmengual, Océane des Prés, etc., qui sont dans cette reconnexion, dans l'effacement des limites nature-culture et toute cette réflexion sur le rapport au non-humain et comment on construit ces choses-là. Et donc ça c'est des pensées qui vraiment infusent très fortement tous les projets artistiques aujourd'hui et qui ne sont pas les plus simples à appliquer au premier abord dans les quartiers qui entourent la Cité des Arts de la Rue, qui manquent un peu de forêt, il faut bien le dire. Oui. Mais par contre, ça pourrait rejoindre le projet de la digue de Benjamin. Tu veux végétaliser la digue et en faire une forêt maritime ? Non. Mais peut-être qu'avec l'art, la rendre un peu plus attractive, ça peut être une manière. Bien sûr. Bien. Il faut dire qu'on est dans une ville où il y a quand même une grande fracture sociale qui se fait sur la Canebière. J'ai vécu pendant quelques années dans les quartiers sud et les gens moi je ne suis pas non plus marseillais de souche, et les gens que je connaissais à Marseille, ils avaient peur d'aller au-delà de la Canebière. Ils vivaient dans les quartiers sud, ils avaient peur. C'est la chose comme elles sont. Moi, quand j'ai décidé de déménager et de venir m'installer dans les quartiers nord, les gens que je connaissais m'ont pris pour un fou. Cette dichotomie, elle va jusque-là. Et à côté de ça... c'est pour ça que la friche dit qu'ils sont dans les quartiers nord, même si nous qui sommes vraiment dans le nord du nord, on ne leur reconnaît pas tout à fait ce statut. Et ce que disait monsieur, les gens dans les quartiers nord, ils ne savent même pas que Télérama ça existe. C'est-à-dire que quelque part, on est vraiment dans je ne vais pas dire que la totalité de la population est dans cet état-là, mais les gens ici, ils survivent. Donc quand on survit, on n'a peut-être pas la même appétence pour les activités que peut proposer la Cité des Arts de la Rue. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, alors moi je suis donc un habitant des quartiers nord depuis 98. Donc avant j'habitais dans le quartier sud, et puis je suis toulonnais d'origine. J'ai rencontré une Marseillaise il y a longtemps, c'était une erreur. Voilà, on fait tout ça. Et donc je suis universitaire en fait, et puis dans l'exemple de ma vie, je me suis rapproché de mon lieu de travail. Je suis dans un campus qui est au nord, donc je suis venu m'installer au nord, et puis j'ai refait ma petite maison, des petites maisons marseillaises comme ça, et puis voilà quoi. Et puis j'ai eu l'occasion de reprendre une association qui s'appelle le Panier de la Calade, dans laquelle je me suis investi depuis maintenant, je ne compte plus d'ailleurs. C'est un peu l'Afrique est beaucoup représentée ici, mais c'est un peu un président à l'africaine. Il renouvelle son mandat sans cesse dans la map du Panier de la Calade. Mais c'est un dictateur sympathique. Alors je suis effectivement un président de la République bananière, puisqu'il n'y a personne qui veut prendre ma place. Et donc il faut s'investir, comme toujours. Heureusement qu'il faut s'investir. Et qu'est-ce qu'elle fait, ton association ? Alors, c'est une AMAP. François, elle fait ça, le jus de pomme que tu as sous le nez. J'y goûte alors. Alors en fait, c'est une AMAP.
Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc l'objectif, c'est de permettre à des adhérents d'avoir toutes les semaines un panier de légumes, alors 100% bio en ce qui nous concerne, comme si on avait un jardin, mais sans avoir besoin de cultiver son jardin, puisque c'est notre maraîcher qui le fait. Ça se fait dans une optique qui lui permet à lui de vivre correctement de son travail. Alors, il ne va pas devenir riche, hein, mais au moins il est payé le juste prix de ce qu'il fait, ce qui n'est pas du tout le cas des agriculteurs en France, tout le monde le sait, ce sont des gens qui se font exploiter. On a vu les événements dernièrement. Et ce sont des événements qui sont tout à fait justifiés, quand on sait les conditions de travail dans lesquelles ils sont, quand on sait ce qu'on leur fait faire, c'est-à-dire s'empoisonner avec les pesticides et tout ça, et ils n'ont pas vraiment le choix quand ils sont dans un système assez conventionnel, on va dire. Nous, le fait qu'on soit donc dans un système de vente directe 100% bio, où effectivement le maraîcher reprend entre guillemets le contrôle de sa vie professionnelle, c'est quelque chose qui est radicalement différent. Donc nous on appartient, on est donc une association, 1901, mais on appartient à un réseau marseillais qui s'appelle les Paniers Marseillais. Donc c'est un réseau de 35 AMAP qui sont toutes 100% bio. Les agriculteurs, les maraîchers font aussi partie de l'association. C'est une association avec une double gouvernance, une des adhérents consommateurs, qu'on appelle d'ailleurs des consommateurs, et puis l'autre président, c'est quelqu'un qui représente les producteurs. Et donc on a une douzaine de maraîchers bio, et puis on a également une vingtaine de transformateurs. C'est-à-dire des gens qui par exemple vont faire du miel, qui vont faire de l'huile d'olive, qui vont faire des gâteaux. On a même une confiserie authentique, artisanale, 100% bio. Donc ce sont que des gens qui sont dans la région et qui viennent, c'est une sorte de marché un peu privilégié, quoi. Donc pour tout ce qui est production, produits transformés, on a un système de commande tous les 2 mois pour faire notre liste de courses, on va dire. Et puis pour la partie légumes, là c'est toutes les semaines. Ça fonctionne comme dans une AMAP, avec un contrat où on s'engage, nous, à venir pendant 6 mois, prendre nos légumes et les payer à leur juste prix. Et puis voilà, quoi. Et la question que je me pose, c'est par rapport à vos AMAP. Donc tu nous as expliqué une production locale, des produits qui sont produits dans de bonnes conditions, la possibilité de rémunérer justement les producteurs. Il y a aussi donc les habitants, la population locale. Est-ce que cet exercice, dans sa globalité, justement, ne contribue pas à une meilleure qualité de vie et de santé de ce petit quartier, de ce territoire, et qu'aujourd'hui, au lieu de manger de la malbouffe, eh bien, c'est donner l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui se dirigent vers la malbouffe parce qu'ils n'ont pas les moyens, de manger des produits de meilleure qualité et donc de prendre soin de leur santé. Alors ça fait partie des objectifs, même si ce n'est pas l'objectif réel d'une AMAP. L'AMAP, c'est vraiment tourné vers le paysan et le soutien à ce paysan. Mais effectivement, la conséquence qu'il y a en induit, c'est effectivement l'accès à une nourriture de qualité. Alors, si on regarde un petit peu la répartition dans Marseille, sur les 35, elles sont quasiment toutes dans le quartier sud. C'est un truc d'ailleurs, quand on implante un système comme ça dans les quartiers nord, on vous dit votre truc c'est un truc de bobo, quoi, ça va jamais marcher. Et effectivement, c'est pas évident. Je le cache pas. Hein. Quand j'ai repris l'assaut, on n'était plus que 8 adhérents. Et donc n'importe quel paysan aurait dit je vous laisse tomber parce que c'est pas rentable. Alors en fait, on était sur le chemin, il allait après dans les quartiers sud, donc il s'arrêtait chez nous. Il nous a permis comme ça de survivre. Là maintenant, on est... Trentaine, hein. Ah non, plus. 45. 45. 45, donc 45 familles.
Effectivement, ça amène une nourriture de qualité, bonne pour la santé. Est-ce que vous avez une diversité de représentation de typologie de personnes? Alors, je vais y venir, parce que pendant longtemps, si je regarde la répartition sociologique des adhérents, il y avait quand même des gens qui étaient dans les quartiers nord un peu par hasard, un peu comme moi. Et en fait, on a créé, il y a maintenant 4-5 ans, un concept qui s'appelle les paniers biosolidaires. Biosolidaire, ça veut dire que en fait, ça s'adresse à des gens qui ont des difficultés pour vivre, et donc on cherche à les aider à accéder quand même à cette alimentation-là. Donc on va chercher des subventions auprès de la mairie, du conseil régional, enfin ça dépend des années. Ça. Et donc ça leur permet d'accéder à ce panier de légumes à un tarif concurrentiel qui est sans égal. Alors sans égal, c'est limite parce qu'on a la concurrence du marché aux puces, où là on peut trouver des choses à des prix défiant toute concurrence, mais il faut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais effectivement, moi on a 14 sur les 45 familles, là, il y en a 14 qui sont en système contrat biosolidaire, et donc elles payent leur panier 7 € au lieu de 17,50. Et un panier, ça représente quoi? 1 kilo, 2 kilos? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un petit sac Carrefour, quoi. C'est une cagette. D'accord. C'est une cagette. Alors après, de produits différents selon les saisons. Exactement. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez votre jardin et que ça pousse en fonction de la saison. Donc effectivement, d'ailleurs, on a des familles qui se retrouvent avec des légumes dont elles ne savent pas quoi faire parce que c'est pas, elles ne savent pas les cuisiner, ou c'est pas dans leur culture de les cuisiner. Même. Et donc on échange également des recettes pour effectivement aider les gens à s'approprier le tabaga. Alors le tabaga, on n'en a pas, mais le tétragone. mais là en ce moment, par exemple, il y a des petits pois. Les gens n'achèteraient pas des petits pois frais parce que c'est beaucoup trop cher. Et ça crée du lien aussi. On peut peut-être évoquer le cahier de recettes qui a été fait par l'équipe du Bouillon de Noailles qui est venue dans la map Les Paniers de la Calade et qui a justement écouté, tendu le micro aux différentes personnes qui adhèrent au panier. Et c'était super sympa de partager les recettes en fait. Parce qu'à partir du même panier de fruits et légumes, mais tu as des plats qui sortent qui sont complètement différents aussi parce que les membres du panier sont très interculturels quand même. Donc on a des choses... Enfin moi j'ai découvert des recettes, j'en ai tenté certaines. et surtout j'ai découvert, parce que c'était les recettes mais les histoires des adhérents du panier de la Calade. Donc c'était sympa de lire un petit peu qui était qui faisait quoi. Parce qu'on se croise tous les mardis, mais souvent on ne fait que se croiser, on échange des prix. Donc ça rejoint un peu ton initiative de créer ces rencontres. Je voulais rebondir là-dessus parce que du coup la map est la map du quartier voisin qui est la Calade. Donc tu peux y aller d'ici, c'est 10 minutes à pied. Et moi, l'idée, c'était justement d'ancrer QG Marseille dans son territoire et de proposer le panier de la map à toutes les personnes qui résident ici et qui passent autour du mardi, puisque la livraison, c'est le mardi soir. Et donc, de temps à autre, il y a un panier qui vient et qui est proposé à l'auberge, si les gens le commandent. J'ai mis l'idée en place il y a 3 semaines, le temps qu'on pense à mettre en place tout ça, on a déjà pris 2 cajots. Donc on peut prendre les fruits et légumes, le jus, les œufs. Et autre chose qui va se mettre peut-être en place, c'est quelque chose à suivre, c'est qu'il y a une mixité qui se met en place à l'intérieur de la map. Ça fait que la map est venue, des personnes de la map, parfois des bénéficiaires des paniers solidaires, sont venus aussi assister aux événements qui ont lieu à QG Marseille, donc qui ont eu un accès à des événements culturels auxquels ils ne seraient pas venus, mais comme on se connaît, encore une fois, la rencontre, le lien social, etc., on vient parce qu'on se connaît. Et ça va peut-être aller
plus loin, mais ça faut pas encore le dire, c'est un off. Mais Yvette adore. Yvette est une personne de la map. Elle adore la cuisine ici. Elle aimerait beaucoup cuisiner ici. Et peut-être qu'il y aura les repas d'Yvette à QG Marseille. Ah ouais, ça pourrait. Je suis en train de voir ça avec la Fédé des auberges de jeunesse et je pense que Yvette et Micheline, c'est le duo. C'est notre comité apéro à la map. Comité apéro, ça c'est pas mal. Eh oui, il y a beaucoup de choses. Et alors, en fait, quand on parle de mixité sociale, au sein de notre asso, ça fonctionne bien. Alors, au tout début des paniers biosolidaires, justement, il y avait 2 populations dans l'asso. Il y avait des gens qui se connaissaient du centre social, parce qu'on travaille avec le centre social de Campagne-l'Évêque, qui effectivement sélectionne les personnes qui sont dans ce dispositif. Et donc eux se connaissaient, donc ils étaient entre eux. Et puis il y avait les autres adhérents qui regardaient ces gens-là en disant pourquoi est-ce qu'ils payent moins cher, c'était assez compliqué au début. Et puis en fait, il y avait un groupe WhatsApp biosolidaire qui tournait dans son coin. Et puis un jour on m'a demandé si je voulais reprendre la gestion de ce groupe. Et la première chose que j'ai fait, c'est rajouter tous les adhérents. Et donc les gens commençaient à échanger sur WhatsApp. Et puis après, donc ils se sont rendus compte qu'en fait ils se croisaient aussi. Donc ils ont commencé à discuter. Et là, les gens, les barrières sociales tombent. Donc, par exemple, hier soir, j'ai assisté à une discussion entre quelqu'un qui est donc retraité, ancien vice-président recherche de l'université. Et puis, une de mes petites mémés là, qui m'aide à organiser les distributions, et puis parlait de plantes fraisiers, parce qu'on peut aussi acheter des plantes fraisiers. Et puis elle disait qu'elle avait ses plantes l'année dernière. Elle dit bon, vous les avez plantées dans le jardin? Elle dit non, moi j'ai pas de jardin, j'habite dans un HLM, au 13e étage. Donc déjà, lui, il est un peu tombé de sa tour d'ivoire. Et puis en même temps, la discussion s'est engagée et il n'y avait pas la différence qu'il pourrait y avoir dans la vie normale entre ces 2 personnes qui sont à des échelles complètement différentes, socialement parlant. Et ça, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire que dans notre asso, finalement, ça gomme un petit peu toutes ces différences-là. Les gens, ils sont là parce qu'ils partagent le goût de la bonne nourriture et ça, c'est fondamental. Incroyable, l'art de la table. L'art de la table, ça rassemble. Et quand on fait des apéros, effectivement, chacun vient avec sa recette, fait goûter aux autres, etc. Il y a une vraie dynamique qui se crée. Alors, c'est pas une dynamique facile parce que, comme la sociologie de la population ne va pas vers Télérama, ils vont pas non plus vers des produits bio, parce que qu'est-ce qu'on nous dit partout? C'est que le bio c'est plus cher que tout le reste. Et donc les gens, s'ils savent que c'est trop cher, ils vont même pas chercher à savoir. En fait, alors nous on est peut-être plus cher que le marché aux puces, mais on est quand même moins cher que Carrefour. Quand on parle de Carrefour en produits conventionnels. On a fait des études de prix, et donc le prix de notre panier à quantité et répartition égale de produits, c'est moins cher que la même chose en conventionnel, avec pesticides, herbicides. Il y a eu une discussion dans la cuisine. Je suis pris par le temps, je dois partir dans un quart d'heure. Encore une heure. Mais donc si je veux monter une AMAP à la Stézère de la Rue, je vous appelle? Ah oui. Mais c'est un projet. Mais moi je préférerais que la Cité des Arts à la Rue vienne C'est une étape, c'est pas... Tu veux le faire dans ton truc. Je voudrais juste clôturer cette discussion qu'on a eue sympathique et j'aimerais que vous répondiez chacun à votre tour. C'est pourquoi un lieu comme le QG Marseille est essentiel dans la vie sociale d'un quartier, d'un territoire comme les quartiers nord. Qui veut répondre? C'est philosophie. Rapidement, je veux dire. Moi, je trouve que c'est une innovation qui, dans le paysage et dans l'offre marseillaise, un hébergement comme ça, il n'y en a qu'un pour l'instant. C'est vraiment une innovation. Et ça montre que ça peut exister déjà. Si vous voulez trouver un hébergement dans Marseille,
Il y a le centre, il y a les quartiers sud, dans les quartiers nord, il n'y a pas grand-chose. Même en termes d'hôtels classiques, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça veut dire quelque part qu'il y a un vrai intérêt pour se loger dans les quartiers nord. Ça déjà c'est une innovation pour moi. Et c'est quelque chose qui n'existait pas. Ça c'est un premier point. Ensuite, bon, il y a le cadre. Moi je trouve que cette maison elle est typique. On s'y sent bien. Hein. Voilà, on s'y sent bien, mais elle est aussi typique de ce qu'était une maison marseillaise pour une certaine classe sociale il y a peut-être, je sais pas moi, 70-80 ans. Et ces petites maisons-là, il faut les redécouvrir, elles ont un charme fabuleux. C'est vrai que quand on dit les quartiers nord, on pense tout de suite Tour HLM. Voilà, on pense à HLM. Il y a beaucoup de maisons. Voilà, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de petits quartiers, il y a des petites enclaves où effectivement, ça c'est une maison qui a un certain sens historique. Elles n'ont pas tous ce sens-là, mais on en trouve un peu partout dans les quartiers nord. Et les redécouvrir, c'est, je trouve, très très intéressant. Et ça peut être une forme d'attraction touristique. Merci. Et toi, Alexis ? Moi j'ai envie de raconter, on est venu avec, je joue avec une fanfare, des amis trompettistes, et on est venu jouer ici mi-février, et ça a été une proposition dévotée, parce que je pense qu'on a contacté Charlotte peut-être 2 semaines avant, une semaine, maximum 2 semaines avant, en disant on cherche des endroits pour jouer, on est là à Marseille, puis il y a des copains qui descendaient de Paris pour jouer. Et Charlotte nous a reçus et surtout a réussi à mobiliser un public assez nombreux, quand même, il y avait une 50aine de personnes ce jour-là. Et surtout très mélangé. Pour le coup, il y avait à la fois les femmes de la chorale du quartier, à la fois des gens qui viennent plus du centre-ville, un vrai mélange assez heureux. Et je pense que les endroits qui permettent ça sont précieux et sont assez rares dans les quartiers. Donc il faut les développer, les défendre. Merci. Apollinaire ? Mais moi, je peux rajouter que j'ai remarqué que Charlotte est sortie au-delà des murs de ce lieu et qui n'est pas juste, ça pourrait juste rester une maison d'auberge de jeunesse et puis voilà, mais toute la dynamique qu'elle essaie de développer autour, par exemple les fanfares, l'expo ici, pour moi, elle essaie ou elle réussit en accord avec cet esprit de ce territoire où il y a une volonté de solidarité, de lien social, d'entraide. Donc du coup, elle tisse effectivement à partir de cet espace voilà, le lien sur le territoire, tout à essayer tout le temps de faire venir du monde, qu'on soit venu pour y dormir ou pas, mais qu'il se passe quelque chose qui fait un peu pour moi la différence. Je ne connais pas plus d'auberge de jeunesse que ça, mais c'est pas un lieu qu'elle a envie qu'elle soit juste un lieu où on se pose ses valises et tout ça, quoi, voilà. Donc ça, je trouve... Pas un lieu de passage. Mais on part avec quelque chose et on part avec des rencontres. Merci. Didier ? Je rejoins un peu Apollinaire dans ce qu'il dit, c'est que en fait, il fallait oser installer quelque chose, une société, un truc, une auberge de jeunesse dans plein quartier nord. Moi, comme je dis, je ne suis pas marseillais. Quand on dit quartier nord, c'est tout de suite négatif, péjoratif et tout ça. Et elle a amené ici un lieu de vie, un lieu de rencontre où on prend, certes c'est un lieu de passage, puisque de toute façon on vient pour une nuit, ou bien pas même pour une nuit, pour une soirée, mais on repart avec quelque chose. La fanfare, l'art. Et je pense qu'elle a dépoussiéré aussi un peu le concept d'auberge de jeunesse, parce que moi, dans ce que je gardais quand j'étais gamin, où bon, on se retrouve tous dans des dortoirs. Là, on est capable d'avoir une auberge de jeunesse qui est quand même à un niveau assez extraordinaire, où vous côtoyez à la fois des artistes, des groupes de personnes quand vous avez la chance d'être là à ce moment-là. Et ben ça, c'est la vie, quoi. Ça n'a pas de prix. Et de faire rentrer, entre guillemets, cette image-là dans les quartiers nord, c'est un sacré combat, mais ça donne une autre image. Et moi, je suis pas des quartiers nord, je suis du 9e de Marseille, donc, et je viens là régulièrement, quoi. Donc quand elle m'appelle, je viens avec plaisir. Et ça ne me fait pas peur de venir, de traverser le marché national, de passer derrière, parce que aussi, c'est un lieu de vie comme un autre et on a notre place. Quoi. Merci. Voilà. Charlotte, quand on entend ces retours... Je dirais que c'est juste ça, les quartiers nord. Donc le tour de la table, il y a aussi des personnes qui sont dans les quartiers nord, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, j'ai monté mon projet dans les quartiers nord.
parce que j'habite moi-même dans les quartiers nord, je sais ce que sont les quartiers nord, avec leur côté chocolat et leur autre côté, pour les personnes qui n'aiment pas le chocolat. Et ce que moi j'apprécie dans les quartiers nord, c'est l'authenticité, la solidarité. Je suis très bien accueillie par les acteurs de territoire. Il y a une entraide, vous le voyez dans toutes les personnes qui sont autour de la table, et c'est pas les seules personnes qui sont autour du projet. C'est les personnes qui étaient disponibles et je les en remercie. Mais on sent en tout cas qu'il y a un besoin d'avoir des lieux comme ça où on se retrouve, on se rencontre tout simplement dans les quartiers nord et comme ailleurs. Donc si les quartiers nord, on peut montrer un petit peu l'exemple à d'autres quartiers, on le fait volontiers. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis d'accord, pour moi ce n'est pas une auberge de jeunesse. Ce n'est pas un hébergement. C'est vraiment un lieu de vie, avec une âme. Un lieu de vie, je trouve que ta définition de rencontre est la bonne définition, et je vous remercie vraiment pour vos échanges, etc. Et ce que je vous propose, juste pour conclure, c'est de trinquer ensemble avec des jus de fruits locaux. Voilà. Du café local. Du café local, de la convivialité locale. Encore un petit. Allez, santé. Allez, on trinque, voilà. Alors, on tient à préciser qu'il n'y a pas d'alcool. Donc on peut croiser. Il y en a parfois. Moi, j'ai vu des fois. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.